Deuxième invité sur Actu Matin ce matin, Stanislas Onkani est écrivain. Monsieur Onkani, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Vous avez publié récemment Les Ongles de la Nuit. C'est une série de nouvelles qui s'inspire un peu de l'actualité. Merci d'être là. D'après la première nouvelle, vous évoquez un peu la guerre en Ukraine. Et vous faites intervenir un peu les Africains grâce aux forces occultes qui sont leur apanage, on le sait très bien. Et effectivement, ils ont pu influencer le cours de la guerre. Avant d'aller plus loin, quelle est votre lecture et appréciation personnelle de la situation actuellement entre la Russie et l'Ukraine? Oui, c'est une situation difficile, mais qui a des soubassements. Il ne faut pas voir tout de suite le théâtre du conflit, en ce moment, qui est marqué par un affrontement violent entre deux pays voisins. Tout à fait. Mais au-delà de cela, c'est deux blocs qui sont en conflit. Il y a le bloc occidental qui tire vers lui, disons, une partie de l'Ukraine, et le bloc oriental et un peu occidental aussi, qui veut s'affirmer, assurer quand même, disons, la sécurité autour de ses frontières. Donc c'est une guerre qui, disons, se manifeste aujourd'hui, mais qui est latente depuis plusieurs années. Ce n'est pas le fort qui brime le faible. Ça dépend parce que, vous savez, lorsque la Russie a décidé de lancer les hostilités, disons, personne ne donnait l'Ukraine, disons, ne voyait l'Ukraine en train de survivre quelques semaines. On se disait que, bon, la Russie allait en faire une bouchée. Effectivement, si l'on s'en tenait aux arsenaux respectifs des deux pays, on pouvait effectivement dire que tout cela allait finir en quelques jours. Le occidental est passé par là. Voilà, les États-Unis notamment, qui apportent un appui consistant à ce pays voisin de la Grande Russie. Il y a quelques présidents africains qui ont quand même essayé de proposer leur médiation. Déjà avec Macky Sall en tant que président de l'Union africaine l'année passée. Il fait même partie de cette délégation nouvellement envoyée là-bas pour proposer la paix et l'évitement, je dois dire, d'une complication de la situation qui n'arrange pas, faut-il le dire, les Africains. Est-ce que l'Afrique a vraiment, je dois dire, une voix sur cette affaire-là? En matière de diplomatie, il n'y a pas de petit pays. Je crois que l'Afrique a bien fait de s'affirmer, de montrer qu'elle existe. Parce qu'en réalité, tout comme pour le climat, où les pays industrialisés essayent de détruire l'atmosphère, c'est nous qui, disons, recevons les affres de cette forte industrialisation. C'est pareil pour cette guerre-là. C'est l'Afrique qui fait partie des plus grandes victimes. Parce que, vous savez, le coût de vie devient très élevé. Le pouvoir d'achat s'amenuise en Afrique parce que les denrées de première consommation, de première nécessité prennent de prix. J'en veux pour l'exemple le pain qui est fabriqué à partir du blé, et le blé c'est fabriqué, n'est-ce pas, par l'Ukraine et par la Russie. Donc, tout en étant à plusieurs milliers de kilomètres du théâtre, on a quand même la chaleur. On a la chaleur. Alors, je le disais en présentant votre première nouvelle, les Africains sont intervenus donc dans votre fiction avec leur pouvoir spirituel et ils ont pu arrêter la guerre. Sauf qu'ici, c'est de la fiction, hein, entendons-nous bien. Vous pensez vraiment que les Grigris là peuvent avoir une influence sur l'issue d'une guerre? Pourquoi pas? Parce que en fait, l'Afrique est ce continent mystérieux qui couvre beaucoup de secrets. Vous savez très bien. Et donc, on ne voit pas vraiment l'Afrique sur la scène internationale. En évoquant cette guerre-là, on parle, comme je l'ai dit tantôt, des grandes puissances, on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie. Quel est le rôle que l'Afrique peut y jouer, étant entendu qu'elle est très touchée par cette guerre-là? Alors j'ai réfléchi, en bon écrivain, j'ai observé autour de moi, où dit, personne ne parle de l'Afrique, à part cette petite visite, n'est-ce pas, à peine remarquable, disons, de cette délégation qui s'est rendue dans les deux pays. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour valoriser un peu la place de l'Afrique, renforcer cette place sur la scène internationale. Étant un continent de secret, je me suis dit,
puisqu'on a cette magie de pouvoir faire les choses virtuellement, pourquoi ne pas s'inviter dans cette guerre qui nous crée autant d'ennuis? Et tout est parti, n'est-ce pas, d'une délégation gouvernementale qui s'est rendue dans les différentes communes pour expliquer aux populations pourquoi la vie est chère maintenant, parce que les gens ne comprenaient pas. Maintenant qu'on leur a expliqué que cette cherté de la vie est due à une guerre qui est située à plusieurs kilomètres, à plusieurs milliers de kilomètres, il faut que les populations s'engagent. C'est à partir de là qu'un certain nombre de composantes décident maintenant d'aller au combat. Et ils sont allés voir, peut-être que tout à l'heure on va lire un passage qui décrit mieux ce que je dis. Et donc, ils sont allés voir le chef de l'État pour dire maintenant nous voulons participer à cette guerre. Donc, il y a beaucoup de railleries au plan international. Oui, ça c'est clair parce que là on est quand même, je dois dire à l'époque de la technologie, de la haute technologie, où chacun se vante d'avoir la meilleure arme supersonique du monde. Et vous sortez des omelettes, les gens vont sourire. Ben, puisqu'on dit que les gens ont la capacité de voyager par le biais d'une simple incantation, de se rendre, disons, partout sur la Terre, pourquoi ne pas l'essayer dans cette guerre-là? En fait, c'est une caricature disons, de portrait que nous faisons de notre société. Et voilà. Ah, c'est vrai que leur méthode a été quand même assez bien réfléchie. Ils ont d'abord paralysé un peu les armes et l'efficacité des armes des belligérants avant de les embrouiller dans leur propre relation entre armées impliquées dans l'affaire. Et cela a donné que la guerre est arrivée à son terme. De toutes les façons, on va souhaiter que cela s'arrête pour le plus grand bonheur des populations qui souffrent, que cela soit en Afrique ou au-delà des frontières africaines. Vous appelez à positiver, je dois dire, cette richesse propre à l'Afrique. Cela se note davantage et clairement dans la nouvelle qui donne son titre à l'ouvrage, Les ongles de la nuit. On assiste à une scène occulte, aussi loin des réalités physiques comme on a souvent l'habitude. Alors, pourquoi le monde occulte vous intéresse si tant? Très belle question. Je crois que j'en ai eu droit déjà sur un autre plateau. Je crois que, tout comme vous, les journalistes qui avez votre ligne éditoriale, je crois que l'écrivain aussi a sa ligne littéraire. Et moi, je me réjouis de ce que je suis en train d'être classé dans la catégorie de ceux qui abordent les thèmes difficiles, et donc ceux qui choquent par le choix de thématiques. J'ai voulu parler un peu de ces aspects-là parce que simplement j'ai eu l'occasion en tant que journaliste dans une autre vie de pouvoir, n'est-ce pas, disons, explorer plusieurs aspects du fonctionnement de notre société. En tant que rédacteur en chef d'un organe dans le temps, j'avais l'occasion disons, de couvrir de grands événements, disons, de me rapprocher le plus près possible de certains couvents. Donc, l'observation que j'ai eu à faire de toute cette dynamique m'a permis aujourd'hui de livrer ce concentré de réalité qui nous entoure. En fait, comme vous le savez, l'écrivain, c'est celui qui a la magie, le pouvoir de raconter les choses d'une façon différente, parce que c'est ce que nous voyons tous les jours. Tout à fait, oui. Tous les jours. Donc, j'ai voulu aborder un peu ce thème, non pas en tant qu'initié, parce que je n'en suis pas un. Fallait vous demander. Je suis chrétien. Comment vous parvenez à savoir qu'on peut rentrer dans un Iroko ou dans un... Je suis chrétien et j'ai même des responsabilités dans l'église. Donc, j'écoute beaucoup les gens. J'observe autour de moi. J'essaye de capitaliser ce qu'on raconte autour de moi. Et c'est ça que j'ai essayé de traduire un peu dans un langage peut-être un peu différent. Voilà. Donc... C'est vrai, on a donc cette scène que vous présentez, qui se déroule au creux d'un arbre, et vous faites dire au chef de la caste des sorciers qu'il faut trouver un moyen de mettre ses forces au profit du développement de l'Afrique. Comment est-ce que cela se peut quand on sait que ce n'est pas forcément la même ligne de fonctionnement, le même mécanisme de fonctionnement, je dois dire la même logique de réalité? En fait, c'est un message aux maîtres de l'ombre. Qui détiennent des pouvoirs, disons, c'est pas très tangible, mais on sait qu'ils sont détenteurs de ces pouvoirs-là. Alors, on leur demande de mettre au service de la société ces pouvoirs. C'est ma façon de le dire, non pas en les stigmatisant avec violence, mais en leur montrant le bon chemin.
J'ai mis en scène, par exemple, un enseignant, professeur de mathématiques. Tout à fait. Et lorsqu'on parle de mathématiques, vous savez que C'est la science cartésienne. Exactement. C'est un secteur qui est plus ou moins fermé, qui repousse beaucoup d'apprenants. Et c'est ma façon d'amener les apprenants à s'intéresser à ce secteur parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, disons, mener de grandes études aujourd'hui si vous n'avez pas, disons, une certaine aisance avec les matières scientifiques. Donc, quelqu'un qui se donne beaucoup, disons, à la formation des apprenants dans cette matière-là et qui voit son enfant unique, disons, dans les liens de cette sorcellerie, on demande, n'est-ce pas, aux sorciers de pouvoir faciliter la tâche à ceux-là, aux éclaireurs de notre société, ceux qui veulent montrer la voie aux autres. Et donc voilà à peu près la caricature. Vous faites refuser la proposition à l'enseignant. Pourquoi vous le faites? Moi, la lecture que je fais, c'est peut-être que nos religions sont nos handicaps pour nos propres choix, nos propres choix de vie surtout. Mais aussi, et je le découvre, puisque vous êtes chrétien aussi, qu'il faut rester fidèle à la foi. Tout à fait. En fait, l'enseignant, pourquoi j'ai fait refuser, disons, cette injonction de la caste des sorciers qui lui demande de prendre l'habit simplement et on va délivrer son enfant, qui d'ailleurs mijote déjà, disons, sur le feu. J'ai essayé d'être un peu grave dans mes choix, dans mes écrits, pour, n'est-ce pas, attirer l'attention des gens sur la gravité du problème. Donc son enfant mijote sur le feu, on lui demande de devenir sorcier, il refuse, et donc il dit, si c'est ça, qu'il enlève sa vie à lui et de préserver la vie de son enfant. J'espère que c'est... Et le message principal, c'est que j'ai pris par le président de la confrérie pour sensibiliser les autres. Si bien qu'à un moment donné, les gens pensaient que, disons, leur président avait une araignée au plafond, qu'il ne maîtrisait plus rien, qu'il est devenu un peu follet. Et donc voilà, c'est l'objectif en fait. Les ongles de la nuit, c'est votre deuxième élaboration littéraire. Merci beaucoup Stanislas Ronkani d'être passé par ici nous dire deux mots à ce propos. Bon, je voudrais certainement pour terminer rendre hommage à l'inspecteur Apollinaire Agbazaou qui a accepté de préfacer. Et quand on parle d'Agbazaou, on sait que c'est un baobab de la littérature. Fait, ouais. Même si tout le monde pense que c'est seulement un dramaturge, il a abordé beaucoup d'autres genres. Ah non, il a plusieurs cordes à son arc, en tout cas dans le domaine de la littérature, au-delà de son statut d'enseignant de français à la retraite. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il est inspecteur. Stanislas Ronkani, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va finir par la revue de presse. Voici l'élaboration et le travail de chaque matin d'Assirou Kanyasiro.